Bonsoir à tous. La semaine de travail est vers sa fin et le week-end s'annonce sur le grand rendez-vous. Bienvenue au tout dernier numéro de cette semaine qui reçoit dans un instant une présidente d'ONG, un consultant en communication et un chargé de programmation artistique. Il vous donne, je dirais bien sûr, ces invités vous donnent donc un grand rendez-vous juste derrière la météo. C'est bien sûr le grand rendez-vous, oui. Vous pouvez aller donc passer votre week-end à Grand Popo, hein, qu'on salue tout simplement à travers la météo. Alors, une grosse interrogation subsiste après l'interdiction des sachets plastiques non biodégradables au Bénin. Les biodégradables sont-ils disponibles? La présidente de l'ONG Yonou Agodier répond oui avec preuve à l'appui. On la reçoit dans un instant sur Nature et Bien-être. Le Bénin ne profite pas encore de façon optimale des postes de contrôle juste à poser. À l'aune de la mise en œuvre réelle, bien sûr, de ces postes, des voix s'élèvent pour proposer des mécanismes pour optimiser leur fonctionnement. L'expert en parle dans un instant. Promotion artistique, certains artistes mettent leur musique en ligne, pas pour vendre uniquement, mais surtout pour leur visibilité. Comment ça marche et qu'est-ce que cela leur apporte en matière de contrat de spectacle? On en parle, on va vous présenter donc les paramètres tout à l'heure sur Horizon Culture. Le grand rendez-vous, c'est également le journal et ça démarre à 19h45. Mais avant, les titres avec Amandine Aniabossou. Bonsoir Amandine. Bonsoir à vous, Assom Gaba. Le menu du 19h45. Au menu du 19h45, le Salon international des mines, des carrières et du pétrole qui a démarré hier à Cotonou. C'est une rencontre organisée par l'État béninois en collaboration avec le cabinet Semika. Mise en œuvre de la loi sur l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables, les séances de sensibilisation se multiplient sur le terrain. L'objectif est de conscientiser les populations et puis la nouvelle trouvaille des Cotonois, c'est la vente du cercueil, une activité qui se développe de plus en plus. Le constat dans le 19h45. Le 19h45 tout à l'heure à 19h45, dans moins de 45 minutes, vous comprenez, chers téléspectateurs. Allez, on ouvre bien sûr les plateaux et on commence par Nature et Bien-être. Oui, c'est stop, hein, c'est carton rouge pour les sachets non biodégradables au Bénin. On se pose la question de savoir est-ce qu'il y a donc des sachets biodégradables au Bénin? Est-ce qu'ils sont disponibles en réalité?
On va vous les présenter dans un instant. Vous aurez une approche, en tout cas de réponse, tout à l'heure, juste après cet élément témoin réalisé par Kako Oboubé, qui nous parle des sachets biodégradables, en tout cas des solutions qu'on peut apporter donc à toutes ces interrogations qui subsistent dans la tête des Béninois. Regardez. Il est pratique et accessible à tous, mais il représente un réel danger pour la santé et surtout pour l'environnement. Le sachet plastique non biodégradable sera bientôt banni des habitudes des Béninois. À Cotonou, à quelques semaines de la phase répressive de la nouvelle loi interdisant l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables, certaines structures commerciales ont déjà pris leurs dispositions. Pour le moment, je finis effectivement mon stock de sachets non biodégradables, mais j'ai déjà du biodégradable. J'en ai déjà là. Il n'y a pas de difficulté particulière pour s'approvisionner. Le seul frein, c'est le coût. Nous, on n'a pas encore eu nos emballages. Nos emballages sont en commande à l'extérieur, ce n'est pas encore arrivé. Dès que la nouvelle est parvenue, on a d'abord fait une affiche pour avertir les clients. S'ils viennent d'amener leurs emballages, on leur présente les emballages propices des gens. Il y a des gens qui refusent, il y a des gens qui prennent ça dans la main. Il y a des sacs de jute qui contiennent le pain. Par contre, d'autres opérateurs économiques traînent encore les pas pour se mettre en règle. Nous n'avons pas encore les emballages demandés. Nous sommes toujours en train d'utiliser les sachets plastiques pour le moment, mais nous avons déjà fait des commandes qui sont déjà en cours, qui vont arriver d'ici à là, et que nous allons commencer par maintenant donner aux clients au moins opportun. L'adoption des alternatives aux sachets plastiques non biodégradables est diversement appréciée des consommateurs. C'est top, parce que déjà le sachet, moi-même, je suis contre les emballages avec des sachets qui polluent l'atmosphère. Maintenant, le système a adopté pour donner des sacs, pour vendre des sacs moyennant 100 francs. J'approuve. Il y aura moins de pollution. C'est une belle stratégie. J'ai apprécié l'emballage qu'ils ont trouvé pour pallier à l'utilisation des sachets plastiques. Je préférerais que ce soit des sacs en papier. Sacs en papier, sachets plastiques biodégradables, sacs en tissu, autant d'alternatives disponibles sur le marché. Mais ces emballages sont bien plus coûteux tant pour les clients que pour les commerciaux. Les populations béninoises ont jusqu'au mois de juillet pour dire adieu aux sachets plastiques non biodégradables. Et presque à la fin de ce mois de juillet, on se pose toujours des questions de savoir si on pourra effectivement dire au revoir, bye bye, complètement aux sachets non biodégradables au Bénin. On va poser la question à Mme Mélanie Glélé. Bonsoir. Bonsoir, M. Assiem. L'Amazone des temps modernes, c'est ça? Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Amandine Niagoso. Bonsoir à vous, Assiem Gaba. Vous êtes Amazone de quel temps? Des temps modernes également. Des temps modernes également. Oui, je suis le mouvement. Elle est à Gaudier. Vous suivez le mouvement, elle est à Gaudier. Oui. Voilà, l'ONG, nous sommes à Gaudier pour dire l'Amazone des temps modernes. Et là, vous luttez pour l'utilisation des sachets biodégradables au Bénin. Il est question aujourd'hui de poser la question de savoir est-ce que ça existe? Est-ce que c'est disponible, est-ce que c'est disponible sur le territoire béninois? Parce que les populations se plaignent, elles disent qu'elles n'ont pas assez à ces sachets, donc elles se contentent juste de ce qu'on leur offre. Parce qu'il y a tellement de sachets plastiques aujourd'hui, les gens disent c'est biodégradable et tout. Est-ce que c'est disponible, Madame Glélé? Est-ce que les sachets biodégradables existent? Les échantillons sont disponibles. Les échantillons? Oui, sont disponibles. Comme on le dit si bien, en fond, il faut nous laisser gagner au goudot et non détonner. Et ça veut dire? C'est-à-dire que pour les cérémonies traditionnelles, le fétiche qui danse bien, que tout le monde apprécie, pour garder le public, il faut les sortir en dernière position. Même chose pour les spectacles aussi. Hein. Voilà. De façon générale,
C'est l'artiste qui sait bien chanter là. C'est lui qu'on oui, garde d'abord. On vous dit, il est là. Hein? Il est là, il vient. Sinon, s'il chante, c'est que c'est fini. C'est fini. Les gens vont rentrer. Donc, vous avez gardé les sachets biodégradables pour... Quand ça sort, c'est que la récréation est terminée. Voilà. Voilà, donc... Et il faut un produit suffisamment aussi pour ne pas commencer par dire il y a rupture, il y a ceci. Donc, je demande un peu de patience. Très bientôt, ce sera disponible sur tout le territoire. OK. Mais en attendant, on peut déjà dire que ces sachets-là sont déjà sur... Oui, c'est aller au laboratoire, c'est du sachet biodégradable, végétal, 100% amidon. Et c'est fait à base de quoi? Bon, si on regarde un peu le plateau... C'est fait à base de l'amidon de manioc. Et ça ne coûte pas cher. Vous savez, peut-être que ça va coûter un peu plus cher que ce qu'on a l'habitude d'acheter, mais le bio a toujours un coût. Quand c'est naturel, quand c'est bien fait, il y a ce coût-là qu'il faut accepter. Celui-ci, on peut l'avoir à combien? Madame, c'est pas cher. On l'a acheté à 25 francs. Et ça là, non, ça avant c'était à 10 francs. Non, on l'a acheté à 25 francs. Et aujourd'hui, ça ne sera pas trop cher en tout cas. Approximativement. Wow. Juste pour situer les... Un peu plus que 25 francs. Un peu plus que 25 francs, oui. Et on voit un rouleau. Là, c'est pour ceux qui font les pure water. C'est avec ce rouleau-là qu'ils travaillent. On a amené des échantillons de pure water pour leur montrer quand même que eux aussi seront servis. Mais on a l'impression que c'est fragile. C'est pas du tout fragile, c'est doux. C'est plutôt doux. J'ai montré ça à des gens qui, tout à l'heure, qui n'ont même plus envie de boire l'eau qui est dedans, qui ont envie de garder ça et de toucher ça. C'est vraiment doux. Donc, avec les sachets biodégradables, désormais, on peut faire du pure water. Oui. Ils font partie des premières personnes à commencer par créer. Mais quand on parle d'interdiction de sachets non biodégradables, c'est que les gens ne pourront plus vendre le pure water. Le commerce de pure water. Et on a appris que tout dernièrement, on va couper le commerce du pure water à cause de l'utilisation des sachets non biodégradables. Et donc, avec ces sachets aujourd'hui, la solution est toute trouvée. Oui, la solution est toute trouvée. Mais là, il faut un appareil spécifique pour... Ils ont leur appareil ici, seulement qu'ils ne peuvent plus personnaliser. Parce que pour travailler sur ces sachets, il faut un laser qui coûte près de 17 millions. Bon, pour ceux qui ont les moyens de le faire, ils pourront les acheter. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens pour le faire, ils seront obligés de garder les mêmes designs que l'importateur des sachets biodégradables. Je vous l'ai dit la fois dernière que les sachets que nous allons amener, il y aura un arbre là-dessus. Actuellement, nous sommes à l'ONAPI. On nous a demandé de prendre l'autorisation là-bas afin d'avoir droit sur nos sachets, puisque le Béninois ne veut plus travailler, il veut le copier. Et là, attention pour ceux qui aiment faire le copie-coller. Donc, les sachets biodégradables qui seront sur le marché, on pourra facilement les distinguer parce qu'il y aura un arbre. Mais ça, est-ce que c'est tous les sachets ou bien ça dépend de chaque importateur? Oui, non, ça dépend de chaque importateur. Voilà. Chez nous, c'est un arbre de couleur verte qu'on va mettre là-dessus. Que vous allez mettre là-dessus. Oui. Et donc, ces sachets-là sont biodégradables, 100% amidon. Oui, il n'y a pas de... Non, c'est testé au laboratoire par le ministère Cadre de Vie, que je salue d'ailleurs. C'est testé là-bas. Et c'est eux qui nous ont donné l'agrément pour importer ces sachets-là. Ouais, donc c'est importé. J'allais demander... Si c'était fabriqué sur place, non. Bon, pour le moment, les machines qui sont au Bénin ne peuvent pas produire les sachets biodégradables. Voilà. Alors, on a envoyé l'amidon du Bénin là-bas. Ça a été testé. Et c'est avec ça nous allons souvent importer les sachets. Donc c'est avec l'amidon béninois qu'on a fabriqué le sachet et qu'on nous a renvoyé. Voilà. Maintenant, d'ici la fin de l'année, on leur promet, parce que nous, on n'est pas en train de travailler seulement pour importer les sachets. Nous voulons travailler afin qu'on puisse implanter la machine au Bénin, qu'on ait les sachets disponibles au Bénin à petit prix. Afin de réduire un peu le coût, vendre moins cher. Voilà. Tu as bien compris. Bien évidemment, parce que ça c'est très important. Oui. Vous avez dit que le ministère vous a donné l'agrément, mais quand on parle d'agrément, bon, les gens ne comprennent pas souvent comment vous avez fait
pour avoir l'agrément? Est-ce qu'il faut fournir un certain nombre de dossiers? Est-ce qu'il y a eu des enquêtes et autres avant? Oui, il y a des pièces à fournir. Et puis vous demandez aux fabricants de vous envoyer des échantillons que vous amenez au niveau du ministère. Ils vont tester si c'est du vrai. On vous donne l'agrément. Mais tous les produits qui viennent également, c'est testé avant d'envoyer ça sur le... Les sachets, obligatoirement, ça doit passer par là-bas. Alors, si je comprends bien, au niveau du ministère, aujourd'hui, pour produire du sachet ou pour importer du sachet, il faut que cela soit 100% biodégradable. Biodégradable, oui. Végétal. Ce n'est pas les OXO. Non, ce n'est pas les OXO. Les OXO ne sont pas acceptés non plus. Non, non. Les sachets OXO, dans la nomenclature de la loi, oui. C'est pour les producteurs. Vous savez, ceux qui font les jardiniers, qui font les pépinières et autres, là, c'est pour eux, c'est destiné pour ça. Donc c'est autorisé, mais pas pour les usages domestiques. Voilà. Donc c'est pas interdit. Donc les sacs, là, ne seront pas en OXO. Non, non, c'est pas un OXO, c'est du biodégradable. Non, je demande pour les OXO ne doivent pas produire des sacs en plastique comme ça, comme ce que vous avez là. Non, ça ne peut même pas. Ça ne peut pas. C'est impossible, c'est pas la même chose. En fait, ce que je voudrais savoir, est-ce que si j'ai, par exemple, des sachets OXO biodégradables, je peux en avoir en sac comme ça et disponible sur le marché aujourd'hui? Est-ce que la loi autorise? Non, mais il faut passer par le ministère. Par le ministère. On doit savoir ce que tu veux faire avec le sachet OXO. OXO. Oui, c'est pas que tout le monde... Par exemple, dans les pharmacies, est-ce qu'on peut utiliser les sachets OXO pour vendre? Non, je vous ai bien expliqué tout à l'heure que les sachets OXO sont destinés pour ceux qui font les pépinières. Les pépinières. Les agriculteurs, les jardiniers. Uniquement. Mais apparemment, l'information n'est pas passée. Parce que c'est toujours la polyéthylène. Les gens prennent peut-être 50% de polyéthylène et puis 50% d'additifs d'amidon ou bien 90%. Selon les laboratoires, chacun fait selon ce qu'il veut, quoi, parce que c'est l'additif qui lui permet quand même de se dégrader après. Et ça, ceci qui est 100% amidon, quelle est sa durée de vie? Sa durée de vie, c'est au plus 3 mois. Et c'est réutilisable. Vous pouvez utiliser ça plusieurs fois à la maison. Vous pouvez réutiliser ça plusieurs fois, mais dès que vous le jetez dans la nature, une semaine après, ça commence déjà par faire de petits trous. Ça commence par se dégrader. Et après 3 mois, il n'en reste plus ça rien disparaît du tout. Complètement. Voilà. Oui. Donc, à Somgaba, on a maintenant des sacs biodégradables. Disponible sur, à Cotonou d'abord, et bientôt sur toute l'étendue du territoire, parce que les populations du Nord et autres se plaignent également. C'est vrai que ça bouscule. Voilà. Donc, il faut faire un peu de diligence pour que tout le monde ait accès à ces sachets. Je promets. Maintenant, parlant de lutte contre les sachets plastiques non biodégradables, il y a un projet. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu projet de promotion des sachets biodégradables? Merci madame. C'est que le 5 juin dernier, c'était la journée mondiale de l'environnement. Oui. Puis en partenariat avec le ministère Cadre de Vie, on a lancé un projet sans sachets plastiques contre un sac réutilisable, avec des sachets biodégradables bien sûr. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Vous amenez 100 sachets et puis on vous donne des sacs comme ça. Si j'ai les 100 sachets, comment je vous retrouve? Il faut se rapprocher du ministère. Si vous le permettez, je peux laisser mon numéro à cause des sacs. Si quelqu'un trouve ces 100 sachets, il m'appelle, je lui donne un sac réutilisable. 100 sachets, un sac. Oui. Je pensais que c'est un sachet, un sac. Non, c'est 100 sachets non biodégradables, un sac en tissu. Et pourquoi pas 100 sachets biodégradables? Où est-ce qu'ils vont en trouver? Je pense que c'est un mécanisme pour dépolluer. Voilà, dépolluer la nature aussi. Allez-y, laissez votre numéro déjà. Oui. Ok, je suis au 97 40 97 50. Ok.
Facile à garder aussi, hein, Oui. 97 40, 97 50. Merci à vous, madame. Merci. À très bientôt. Monsieur Assion, monsieur et madame Amadi. Merci beaucoup à vous. Tout le plaisir était pour moi. J'en Vraiment. profite pour saluer tout le personnel de BB24 et de et puis BRT. toutes les Nyonou Agodier du Bénin et d'ailleurs. Allez, merci beaucoup à vous. En tout cas, très bonne lutte pour vous, du courage. On espère bien que le Bénin sera complètement dépollué et débarrassé de ces sachets non biodégradables et qu'au Bénin, on pourra utiliser rien que des sachets 100% biodégradables. Ah oui, c'est ça notre objectif, c'est le défi en fait que notre génération doit pouvoir donc relever. La suite du grand rendez-vous, on va se retrouver sur les postes de contrôle juste à poser et c'est sur l'ESPER. Nous sommes au Bénin, oui, notre pays ne profite pas encore de façon optimale des postes de contrôle juste à poser à l'aune bien sûr de la mise en fonction, du démarrage bien sûr du fonctionnement de ces postes. Beaucoup proposent en réalité qu'on mettre en place un système pour optimiser leur fonctionnement. L'ESPER en parle sur ce grand rendez-vous. Il a pour nom Fulbert Vaudounon, il est consultant en communication. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci. Bonsoir, merci Assion. Alors, quand on parle des postes de contrôle juste à poser, comment les définissez-vous en fait? Alors, je voudrais d'entrée de jeu remercier les téléspectateurs de B24 et surtout pour le travail que vous faites, Assion et tous vos collègues. On parle de postes juste à poser de contrôle lorsque deux administrations douanières voisines concluent un accord qui régit le fonctionnement du contrôle douanier commun, notamment la coordination des activités et les formalités douanières et sécuritaires au niveau d'une zone définie comme frontière entre deux pays. Ok, donc ces postes se retrouvent au niveau des frontières. Des frontières du Bénin, Togo, Bénin-Nigeria, Bénin-Niger, Bénin-Burkina. Exactement. Je pense que c'est ça. Exactement. C'est bien ça. Donc il y en a installés un peu partout, un peu partout. Dans les pays, dans les États de la CEDEAO et de l'UEMOA. Et donc, il y en a un peu partout. Il y en a au Togo, il y en a au Ghana, au Burkina, il y en a un peu partout. Le Bénin en a combien? Le Bénin en a au total 3. 3. Le Bénin a 3. 3 postes juste à poser. Bon, 2, parce qu'il y a 2 sur le territoire béninois. Il y a celui de Kraké et celui de Ilakonji. Maintenant, en dehors de ça, il y a celui du Niger. Ok. Oui, il y a celui qui relie le Bénin et le Niger, qui est le Malanville. Oui. Celui de Kraké, les deux prioritairement. Et il y a une troisième, une frontière qui est entre le Ghana et le Togo, que le Bénin pratique également, parce que les activités du Bénin vont également sur ce territoire. Sur ce territoire-là. Et donc, les services douaniers au niveau de ces pays-là s'entendent sur un mécanisme de fonctionnement. Exactement. Et il faut remercier l'Union européenne qui a pour avoir pensé à ce projet, parce que c'est grâce à l'Union européenne que les États africains disposent désormais d'une infrastructure moderne dans laquelle désormais s'exercent les activités commerciales au niveau des frontières. Au niveau des frontières. Oui. Alors, et quelle est la situation actuelle? Puisque d'aucuns disent que les postes, que le Bénin n'arrive pas encore à profiter de façon optimale de ces postes de contrôle juste à poser. Évidemment, le Bénin n'arrive pas à optimiser d'abord parce que les postes ne sont pas encore mis en service. Celui de Malanville lancé, inauguré, a finalement été mis en service il y a 2 semaines. Celui de Kraké, l'ouvrage est totalement achevé. Les derniers réglages sont en train d'être faits. L'informatisation, puis c'est ça qui est l'investissement colossal qui est mis. Et donc, d'ici à là, selon le président de la CEDEAO, d'ici à là, ce poste sera fonctionnel. Mais il faut déplorer l'état actuel dans lequel s'exercent les activités commerciales, surtout comment la douane béninoise
exerce ses activités au niveau de Kraki. Qu'est-ce qui se passe de façon concrète? Alors, ce qui se passe, c'est que depuis 2014 que ce projet a été lancé au niveau de Sémé-Kraki, c'est que les douaniers travaillent dans des conteneurs, même les commissionnaires agréés également sont dans des conteneurs, et ce qui ne facilite pas vraiment le travail. Et ces conteneurs sont érigés dans des zones où l'insalubrité règne en maître. Ah, oh. Ah oui, vous allez à la frontière de Sémé-Kraki, aujourd'hui, il n'y a pas de voie d'accès. Les voies de déviation qui étaient créées en vue de faciliter la réalisation de l'ouvrage, ces voies ne sont pas du tout praticables. Les camions tombent à longueur de journée, les camions chargés de marchandises tombent à longueur de journée. Il nous a été rapporté que certaines autorités locales, comme c'est de droit, perçoivent des taxes, mais ne s'occupent pas de l'entretien de ces voies. Si bien qu'il n'y a pas, même la traque aux opérateurs économiques indélicats se fait difficilement par les agents de douane. Il fait beaucoup de manque à gagner à cette recette douanière qui est l'une des recettes les plus importantes du Bénin en matière de mobilisation de ressources. Bien sûr. Et donc, le Bénin perd carrément. Le Bénin perd énormément. Beaucoup de trafics sont déviés vers Igolo et consorts, parce que ça fait que beaucoup de marchandises échappent au contrôle de la douane. Et je voudrais vous dire que cet aspect a été évoqué la dernière fois lors de la rencontre du directeur général des douanes avec les chefs d'unité, où le receveur de Kraki a exprimé, a exhorté les États membres, les deux parties, le Bénin et le Nigeria, la CEDEAO, à enfin mettre en service cet ouvrage afin que les capitaux qui sont dispersés, qui s'échappent au contrôle douanier, puissent rentrer dans le patrimoine de l'État, parce que nous sommes à l'ère, nous avons en place un régime qui mise beaucoup sur les recettes intérieures. Et c'est le moment, plus que jamais, d'optimiser, de faciliter le transit et le commerce au niveau de Sémé-Kraki en mettant en service cette infrastructure moderne. Alors, est-ce que dans cette situation, c'est le Bénin seul qui perd ou ce sont les deux pays qui perdent en réalité? Non, les deux pays perdent. Mais le Bénin, je crois, à mon humble avis, perd beaucoup parce que le Nigérian, dans l'histoire, les Nigérians ont une certaine attirance vers le Bénin. Ils ont cette facilité à faire les affaires avec le Bénin. Ils se sentent beaucoup plus en sécurité. Quand ils viennent, les Béninois sont très hospitaliers, ils sont moins roublards comme ils le disent, si bien que, mais ils ont des difficultés aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de voie d'accès, ni pour les piétons, ni pour les gros porteurs, encore moins pour les voitures, les véhicules. Pour les voitures, les véhicules. Alors, si c'est ça, pour un outil aussi intégrateur, je veux dire, un outil d'intégration régionale d'abord, et qui est aussi d'apport économique, de développement économique pour ces deux pays. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour optimiser en fait le fonctionnement de ces postes de contrôle? Alors, ce qu'il y a lieu de faire, M. Achioum, c'est d'abord de mettre en service au plus tôt l'ouvrage afin que les capitaux qui s'échappent reviennent. Et c'est d'organiser de vastes campagnes de sensibilisation des usagers qui, au fil du temps, se sont déjà habitués à pratiquer les déviations. Et ça permet même de s'échapper parfois, puisque derrière ces postes de ces PCJ, c'est des étendues de terre, de brousse qui permet parfois de s'échapper. Donc c'est de sensibiliser les usagers de Sémé-Kraki afin qu'ils commencent par pratiquer la nouvelle infrastructure, puisque dans cette infrastructure, il y a et les piétons et les conducteurs, tout le monde a son couloir de passage. Mais vous avez dit que ce n'est pas facile de pratiquer ces infrastructures. Non, je parle les voies d'accès. Bien sûr, je parle bien de l'ouvrage, je parle bien du PCJ. Oui. Lorsqu'il sera fonctionnel, le PCJ prévoit des passages pour les piétons, pour les gros porteurs et pour les petites voitures.
si bien que la sécurité sera totale, le contrôle sera effectif, il n'y aura plus de fraudeurs, il n'y aura plus de personnes mal intentionnées qui quitteraient les États voisins pour rentrer chez nous. Et donc, il faut d'abord sensibiliser. Il faut sensibiliser et également fermer les déviations qui étaient créées du fait de la construction de l'ouvrage. Il y avait des déviations qui étaient créées. Il faut les fermer. Voilà. Il faut fermer. Il faut renforcer les patrouilles de la police de Craqué sur cette déviation qui, normalement, doivent être fermées. Mais fermées, comment ça va se faire? Déjà, puisque ces déviations, on a dû déblayer, on a dû tracer des voies, et ces voies seront là. Que faire? C'est la grande interrogation. Il faut que les autorités béninoises, les autorités au plus haut sommet réfléchissent à comment faire pour que tout le monde passe par le PCJ et non les voies de déviation qui étaient créées pour faciliter, pour ne pas traîner ou bien mettre sous boisseau le commerce au niveau de façon pratique, aujourd'hui, il y a lieu donc de freiner ces déviations qui avaient été créées au moment où on était en train d'ériger, je vais dire, cette infrastructure. Exactement, c'est ce qu'il y a lieu de faire prioritairement dès que la commission de la CEDEAO, en collaboration avec les autorités béninoises, le ministre des Transports et certainement le représentant du chef de l'État en personne, vont mettre en service cet ouvrage. Il y a lieu que ces anciennes voies soient totalement interdites d'accès, fermées, pour que l'objectif visé par la CEDEAO à travers l'Union européenne de maximiser les recettes et de faciliter le passage des usagers en réduisant le coût d'attente au niveau des frontières, l'objectif soit réellement atteint. Merci beaucoup à vous, cher ami Fulbert Vaudounon. Je rappelle que vous êtes consultant en communication. Avec vous, on a parlé bien sûr de ces postes de contrôle juste à poser. Vous avez fait des propositions pour optimiser le fonctionnement de ces postes-là. Merci d'être venu. On espère bien que votre appel sera entendu pour que le Bénin puisse vraiment profiter de ces infrastructures. Et vraiment vivement, je voudrais que les autorités prennent à bras le corps ce problème. Mais avant de finir, je voudrais remercier, parce que je ne suis pas seul, on a été un groupe de journalistes qui travaillent sur les questions de développement et d'économie. Donc je voudrais prioritairement remercier Amos Aholo et Nathanaël Kossourou qui m'ont aidé dans la réalisation de ce travail. Et surtout les autorités de la douane de Craqué et le commissaire de police de Craqué, qui est un jeune qui pense réellement à la sécurisation de la frontière de Sémé-Craqué. De la frontière de Sémé-Craqué. Merci beaucoup à vous. À très très bientôt. Merci. Fulbert Vaudounon. Le grand rendez-vous va se retrouver cette fois-ci. Je vous invite, j'allais même dire, dans le temple de la culture pour parler aujourd'hui de promotion artistique. Comment est-ce qu'il faut donc communiquer sur les spectacles afin d'amener beaucoup de public, parce que c'est sur cela d'ailleurs même que l'artiste gagne beaucoup et que les centres qui leur permettent en tout cas de s'exprimer aussi puissent assurer leur fonctionnement. C'est Horizon Culture. Oui, nous parlons aujourd'hui de promotion artistique des artistes qui mettent en ligne leur musique, pas seulement pour vendre, mais aussi pour s'assurer une certaine visibilité, pour qu'on puisse les connaître et venir les suivre quand ils auront bien sûr des contrats de spectacle, quand ils vont se retrouver sur des scènes. C'est cela aussi une technique de promotion et de communication. On parlera de ça autour bien sûr des spectacles. On suit d'abord ce reportage signé Yasmine Damata qui nous parle de la vente de musique en ligne. Regardez. Toutes les chansons qui sortent n'ont pas d'identifiant. Donc, quand on joue sur ces chaînes de télé ou ces radios, et ça rapporte rien. Chaque année, des milliers de chansons s'offrent au public. Avec l'avènement du format MP3, la diffusion des sons devient plus facile.
Avec Internet, l'artiste peut toucher des milliers d'audimates et par la même occasion se faire de l'argent. Juste le produit MP3 que vous envoyez en ligne, donc il n'y a pas de support à ajouter, vous dépensez moins et vous gagnez beaucoup plus. Donc la vente en ligne, je pense que c'est le commerce je dirais pas du futur parce qu'on est déjà dans le futur. C'est le commerce actuel, c'est dans ça qu'il faut se mettre. Donc toutes les personnes qui hésitent encore, je pense qu'elles perdent beaucoup de choses. Quand l'artiste met sa chanson en ligne, l'artiste a une présentation en temps réel de ses royalties, c'est-à-dire que quand c'est déjà défini au niveau des plateformes comme iTunes, comme YouTube, Vevo, toutes ces plateformes, de façon systématique au niveau de nos ordinateurs, il a la possibilité de voir en temps réel qu'est-ce qu'il gagne, qui achète quoi, où est-ce qu'on achète. Et c'est pas seulement acheter l'album, il y a aussi ce qu'on appelle le streaming, c'est le fait d'écouter cette chanson qui va apporter de l'argent. La qualité que vous pouvez avoir sur les sites de téléchargement, ça peut être meilleur, parce que déjà un CD c'est une qualité de 44, 100, je parle un peu technique en termes d'échantillonnage, 16 bits, alors que vous pouvez avoir des sons haute définition sur les plateformes comme HD Tracks où vous pouvez avoir des sons achetés en haute définition. Pour y parvenir, l'artiste doit accepter les clauses du site hébergeur. À Volume Cup, un contrat en bonne et due forme est lu et accepté par l'artiste avant diffusion. Quand vous mettez votre chanson en ligne, évidemment, après les ventes, Volume Cup reverse à l'artiste les parts qui lui reviennent. Maintenant, c'est dans le contrat, c'est stipulé dans le contrat qu'il y a entre l'artiste ou le producteur de la chanson et Volume Cup. Donc exactement le pourcentage qui est dans le contrat, on reverse à l'artiste. Mais quoi qu'il en soit, l'artiste gagne beaucoup plus que Volume Cup. Vous allez vers les personnes qui ont leur site internet et ils vous soumettent bien sûr un formulaire qui est une sorte de contrat de prestation de service. Eux, ils vendent votre son pour vous, votre instrumental ou votre son pour vous. Ils ont leur contrepartie, vous avez aussi votre contrepartie et c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Très développé sous d'autres cieux, au Bénin, peu de musiciens font recours à la vente en ligne de leurs chansons. Pour certains, ce serait de l'ignorance, mais pour d'autres, l'option gratuite serait l'idéal. On a constaté tout de suite que c'est quelque chose qui les chasse, parce que quand il vient, il va payer 20 000 pour mettre sa chanson en ligne. Donc ça peut pas être gratuit. Bon, eux, la plupart du temps, ils veulent que ça soit gratuit. Et les artistes aussi ne sont pas toujours structurés, c'est-à-dire c'est des gens qui, la plupart, n'ont pas de manager, ils ont des coursiers. Quand on met une chanson gratuitement, l'artiste ne gagne rien. Il ne gagne rien du tout. Le principal modèle économique sur lequel se fonde la majorité des artistes, c'est-à-dire ils mettent la chanson en téléchargement gratuit et dès qu'ils ont suffisamment de popularité, ils espèrent rentabiliser avec les spectacles. Bon, mais là, ce système, ça fonctionne pour très peu, vraiment très peu d'artistes. Voilà, quand on finit donc de faire son marché sur la toile, comment est-ce qu'il faut donc communiquer, comment est-ce qu'il faut donc profiter de ce marché-là? C'est cela que nous allons parler, bien sûr, avec vous. Bonsoir. Bonsoir, M. Gabin. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir, bien sûr, sur ce plateau. C'est un plaisir vraiment pour nous. Alors, quand on parle de promotion artistique, communiquer sur les spectacles, comment ça se fait? Comment ça marche en réalité? Comment on commence déjà par communiquer sur un spectacle? Parce qu'on a vu de la vente de la musique en ligne, il y en a qui arrivent donc à se faire leur marché, à se créer cela. Est-ce que vraiment placer sa musique en ligne peut permettre à un artiste d'avoir de la visibilité, de se retrouver sur une scène professionnelle? Merci beaucoup. Alors, on se situe dans un contexte où les nouvelles technologies sont ce qu'il y a de meilleur actuellement pour faire de la promotion. Alors, pour atteindre un public, un très grand public, les meilleurs outils actuellement, c'est les outils de communication en ligne. Il peut s'agir des affiches, par exemple, il peut s'agir des vidéos, il peut s'agir de mettre une musique sur une plateforme numérique qui sera accessible à un grand public. Ce qui se fait traditionnellement, ce qu'on faisait traditionnellement dans le milieu musical, c'est de produire son CD, de peut-être faire une comment on appelle,
de faire la promotion de ce CD-là et d'appeler des gens et de dire « Ah, le CD est en vente, vous pouvez acheter ». Mais ce public-là est très restreint. Donc, pour élargir ce public-là, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, il y a maintenant les groupes WhatsApp aussi qui peuvent aider à atteindre un public plus large. Un public plus large. Alors, je sais qu'au niveau de Africa Sound City, là où vous êtes chargé de programmation, vraiment, de spectacle, il y a beaucoup d'artistes qui passent sur scène. Est-ce que vous arrivez à donc les identifier à travers leur musique qu'ils postent en ligne? C'est plutôt quand ils sont programmés à Africa Sound City que Africa Sound City fait leur promotion en ligne. Ce n'est pas que c'est... En amont, ils avaient déjà fait une publication en ligne et que c'est Africa Sound City qui les remarque. Donc c'est pour postuler à Africa Sound City, pour faire une représentation à Africa Sound City, quand on est retenu que Africa Sound City fait maintenant une promotion sur les réseaux sociaux, dans les différents groupes dans lesquels Africa Sound City se situe. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que faire sa promotion, par exemple, vous avez un spectacle, vous êtes artiste, vous avez un spectacle en vue, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, que ça marche beaucoup plus? C'est ça qui marche le plus actuellement. Ah, oui. Parce que vous êtes, par exemple, dans une ville, ce n'est pas évident que les gens qui se situent dans d'autres villes puissent être au courant de la petite communication que vous faites autour de vous. Donc, le seul moyen qui lie un plus grand nombre de personnes, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux. Et donc, pour atteindre plus de gens, pour avoir de la visibilité, pour être vu, pour ne pas être dans un petit cocon et se dire que je fais de la musique, pour être vu par beaucoup de gens, le meilleur moyen, c'est Internet. C'est Internet. Et ça, c'est avant le spectacle que vous le faites ainsi? Avant le spectacle, pour permettre aux gens de participer maintenant, de voir maintenant en réalité ce que la personne a pu poster en ligne. En ligne. Exactement. Et quels sont les outils que vous utilisez beaucoup plus? Alors, on a à Africa Sound City particulièrement, nous avons une page officielle Facebook, nous avons un compte classique Facebook, nous avons des groupes WhatsApp, nous avons un compte Twitter, un compte Instagram, nous avons également un site officiel à Africa Sound City. Okay. Donc tous ces canaux-là permettent à Africa Sound City de diffuser au maximum l'information concernant le spectacle qui a été programmé. Qui a été programmé. Et je dis aussi que ça permet aussi à Africa Sound City de se faire, c'est pas une certaine visibilité. Justement, l'objectif premier de Africa Sound City, c'est de faire d'abord la promotion de la culture, de l'art et de la musique béninoise. Donc, pour atteindre cet objectif, on a besoin d'être connu aussi. Donc, en faisant la promotion des artistes, on a aussi besoin d'être connu pour que plus d'artistes, pas seulement les artistes locaux, les artistes de la sous-région, d'autres continents puissent voir Africa Sound City et puissent trouver en Africa Sound City ce qu'ils veulent vraiment réaliser en termes musicaux. Ok, donc c'est comme ça que ça marche et on voit beaucoup plus de publications parce qu'entre-temps, on connaît certains centres culturels, des centres de spectacles qui avant, c'était dans les feux qu'on retrouvait les affiches, les petites affiches dans les feux tricolores. On se dit, ah oui, il y a tel artiste à son spectacle ici. Donc, à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, à travers les groupes, WhatsApp, Facebook et autres, ça prend beaucoup plus, ça gagne beaucoup plus de personnes. De personnes. Tout le monde, bon, je ne dirais pas tout le monde, mais la majorité, et ceux qui sont vraiment intéressés peuvent avoir accès à ces informations-là. À ces informations-là. Est-ce que ça marche réellement? Les gens voient l'information, mais vous savez, le domaine de la culture, les gens ne sont pas très engagés. Quand il s'agit de venir assister à un spectacle, même s'ils voient l'affiche, oui, ça c'est bien, mais dépenser de l'argent et venir suivre un spectacle, même si ce n'est pas un artiste connu, tout au moins pour le soutenir, ça ne marche pas encore très bien. Mais ça, je ne pense pas que c'est la faute des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font leur boulot, tout le monde, les gens voient. Tout au moins, la visibilité y est. Maintenant, c'est passé à l'action. L'action qui suit la visibilité n'est pas encore à la hauteur.
Expérience, exactement. Voilà. On va revenir bien sûr sur la question dans un instant. On parlera également de l'aspect après-spectacle, même pendant le spectacle, parce qu'il y a des directs qui se font aussi sur les réseaux sociaux. Il y a également l'après-spectacle, des extraits de spectacles qu'on met également. On parlera de tout ça, comment ça se fait de votre côté à Africa Sound City. Pour le moment, c'est l'heure du journal sur le grand rendez-vous. Amandine Aniabossou s'impatiente de l'autre côté. À vous l'antenne. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Les titres du journal. Salon international des mines, des carrières et du pétrole, l'édition 2018 se tient à Cotonou. Les réflexions tournent autour du thème partenariat public-privé. Lutte contre les sachets plastiques non biodégradables, les campagnes de sensibilisation se multiplient et s'intensifient. Autorités à divers niveaux et membres d'ONG se donnent la main pour gagner la bataille. Une nouvelle activité se développe dans les villes du Bénin. La commercialisation des cercueils et autres accessoires prend de l'ampleur. Le constat dans ce journal. Les mines au cœur d'une rencontre internationale à Cotonou, une initiative de l'État béninois avec la collaboration du cabinet Semica. Il s'agit du Salon international des mines, des carrières et du pétrole. L'édition de cette année est placée sous le thème partenariat public-privé. Quel enjeu pour le Bénin? Brice Thibozo, Marcel Arossi pour plus de précisions. Révéler au monde entier les potentialités minières et pétrolifères du Bénin. C'est l'objectif visé par ce salon international consacré au secteur des mines, des carrières et du pétrole. Une belle opportunité à saisir. Vous savez que le Bénin se prépare à se révéler. Et dans cette corde-là, vous savez, nous avons beaucoup de ressources minières au Bénin qui sont connues sur le papier, qui ne sont pas bien connus du point de vue de leur quantité, mais qui peuvent apporter un plus à l'économie nationale. Et ça, je ne vais pas me mettre à citer toutes les substances que vous connaissez. Nous avons le fer, on a l'or, on a le lithium, on a le zinc, on a le manganèse, mais tout ça, ça reste encore sous forme d'indices de façon macro. Et si nous avons fait venir des gens du partout, le monde entier, c'est pour justement que nous puissions montrer ce que nous avons, ce de quoi nous pouvons être capables et si on nous accompagne. C'est l'occasion de renforcer la promotion des ressources du sous-sol béninois et d'en tirer meilleur profit. Tout le monde parle de l'or, de l'or, de l'or. Oui, mais il y a chose beaucoup plus simple. Nous avons le marbre par exemple. Que veut le peuple? Le peuple veut être bien vêtu, bien logé, bien nourri, d'accord? En utilisant donc le marbre et les pierres ornementales, nous pouvons rendre beaucoup plus décent l'habitat béninois. C'est ce que nous ambitionnons de faire et nous voulons donc faire en sorte que nos pierres et nos substances précieuses, les pierres ornementales surtout, nous puissions les mettre à la disposition du public. Nous devons utiliser nos matériaux locaux. Il est anormal qu'on construise par exemple l'aéroport de Glodibé et qu'on fasse venir du marbre, disons d'Italie, alors que nous avons des marbres de variété, de qualité beaucoup plus intéressante que ces marbres-là. Et pour gagner le pari, la porte est ouverte au partenariat public-privé. C'est un cadre qui nous permet d'avoir des investisseurs à notre côté et de pouvoir aller à l'exploitation. Un pays ne profite pas de richesses minières en disant seulement on a ça, il faut que ça puisse profiter. Une opportunité d'affaires et de recherche, mais aussi et surtout une opportunité d'échange. La valorisation des potentialités du sous-sol béninois passe par le développement des capacités d'exploitation des ressources minières du pays. Semica Bénin 2018 arrive donc à point nommé. La lutte contre les sachets plastiques s'intensifie. À Cotonou, les séances de sensibilisation
pour amener les populations à tourner dos aux sachets non biodégradables se multiplient un peu partout. L'objectif est clair, il faut sauver l'environnement et la biodiversité. Les ONG et les différents acteurs amis de la nature s'engagent dans la lutte. Précision, Patrick Adjagbodjou. Il est temps d'arrêter parce que notre vie en dépend. Ils sont omniprésents dans l'environnement et menacent fortement notre bien-être. Au carrefour Védocor, les sachets plastiques non biodégradables vivent paisiblement avec les eaux souillées. Sur l'esplanade intérieure du stade Mathieu Kérékou, les habitudes changent petit à petit. Le cadre de vie est salubre et sans sachets plastiques. Il faut reconnaître que depuis que cette loi est sortie et qu'un délai est donné, je pense quand même que même le DG du Stade de l'Amitié nous a conviés à une de ces habitudes. Il faut rendre l'endroit très propre. Ça veut dire que même les sachets sont regroupés quelque part. À l'université d'Abomey-Calavi, la sensibilisation s'intensifie pour amener les étudiants à tourner dos aux sachets plastiques non biodégradables. Depuis quelques années, les autorités de cette université ont déjà interdit l'utilisation des sachets plastiques. C'est déjà un grand pas en avant. Les étudiants le savent, les enseignants le savent, les bonnes dames aussi le savent. Donc cette loi est venue juste pour pouvoir nous encourager dans l'effort que nous faisions dans cette lutte-là. À toutes fins utiles, ce sont les sachets biodégradables et offshore qui sont autorisés à être utilisés pour préserver la biodiversité et l'environnement. Et les sachets biodégradables sont des sachets très tendres, très doux. C'est des sachets qui ne prennent pas de couleur. On ne peut pas teinter les sachets biodégradables. Par contre, les sachets, que ce soit plastique ordinaire ou oxo, sont des sachets qu'on pourra teinter avec de la couleur. Le sachet oxo, c'est un mélange de 90% de polyéthylène et puis 10% d'additifs d'amidon. Et par contre, les sachets biodégradables végétaux, 100% amidon, c'est que on a utilisé que l'amidon, que ce soit l'amidon du pomme de terre, du manioc ou du maïs pour les produits. Un travail est maintenant opportun auprès du public pour une sensibilisation sur les peines et les amendes quant au non-respect de la nouvelle loi. Vous êtes utilisateur, vous êtes fabricant de sachets non biodégradables, vous êtes passible de peine, d'emprisonnement avec des amendes. La loi est votée et promulguée. Reste à susciter l'adhésion collective afin que cet assainissement de notre cadre de vie soit vécu au quotidien par chaque Béninois. Je l'annonçais dans les titres, il se développe aujourd'hui au Bénin et principalement dans les contrées méridionales ou centrales, une activité nouvelle qui contraste avec les pratiques coutumières du pays. L'activité de commercialisation des cercueils et autres accessoires au marché de la mort se fait de plus en plus visible dans des boutiques spécialisées aux abords des voies. Boris Aïna et Arnaud Adadia sont descendus à Cotonou et à Calavi. Suivons le reportage. À Cotonou et les autres localités, le commerce des cercueils et accessoires de mort est de plus en plus prolifique. Sous les regards impuissants, le commerce de la mort au Bénin est en passe d'être assimilé à un jackpot que se disputent des opérateurs économiques. On trouve, si quelqu'un meurt là, on appelle menuisier. Il va mesurer le corps pour voir comment il fait ce cercueil-là. Maintenant là, c'est activité, tout le monde vend cercueil. Ça me fait très mal. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui cela est devenu, c'est-à-dire une activité qui fait qu'aujourd'hui, c'est-à-dire les gens meurent plus. Normalement, c'est un domaine qui devait faire peur, mais apparemment, actuellement, on sent que les gens sont indifférents en fait. Des réactions qui épousent la filiation de ceux spiritualistes. C'était pas ça avant, mais tout le monde veut manger.
Ils vont mettre tout en œuvre pour vendre de leurs articles, des produits de champ, machin. Donc, or, tant qu'on parle de mort, qui dit mort, ça dit danger. Et ça active déjà des vibrations négatives. Danger ou pas danger, au sein de la population, la perception change de forme d'un individu à un autre. Aujourd'hui, vous voyez, quand on amène même il y a un décès dans une maison, tout le monde, même les petits-enfants, veulent voir celui qui est décédé. La mort, c'est sacré. Quand quelqu'un voit les choses de ce genre dans la vie, moi personnellement, je suis inquiet, ça me choque. Aujourd'hui, les gens ont appris ce métier et eux aussi ils mettent sur la voie pour l'exposer. C'est vrai que quand on regarde de près, on évite la mort. Parce que quand vous l'exposez, il faut qu'il y ait un cadavre pour entrer dedans. Donc, quelque part, c'est pas trop bien, mais quelque part d'autre, c'est leur métier aussi. Sur le sujet, la courbe continue de monter au détriment des mœurs anciennes. C'est la dynamique de la société. Et qu'est-ce que nous pouvons appeler par la dynamique de la société? C'est une société qui évolue. En réalité, ça répond quand même à ce que nous avons aussi appelé le marché de la mort. De cette approche sociologique plausible, il ressort dynamisme social et économique, deux concepts liés aux besoins qui naissent de l'accroissement démographique et économique et sans lesquels sonder le cœur de l'activité serait peut-être difficile. On veut montrer que on a beaucoup de moyens pour entourer les morts, notamment ceux qui nous sont beaucoup plus chers. Donc on préfère dépenser énormément dans ces cercueils. C'est pratiquement une économie de mort qui se développe. Face au choc des mœurs, que faire? Si l'État peut réglementer un peu ce commerce et leur donner un site, mais dans des rues, un peu partout dans la ville, ça, vraiment, ça ne nous pas. Il y a bien sûr des responsabilités à prendre. Par exemple, celle de s'interroger pour comprendre comment satisfaire aux besoins de mort sans heurter des sensibilités. Hors du Bénin, le gouvernement ghanéen prévoit une hausse de 30 à 40% du produit intérieur brut à la faveur d'une mise à jour statistique. Selon les estimations du Fonds monétaire international, le PIB du Ghana a atteint 47 milliards de dollars en 2017, ce qui place le pays au 11e rang à l'échelle africaine. Ce pays d'Afrique de l'Ouest va adopter un nouveau système de calcul de son PIB qui se base sur 2013 comme année de référence au lieu de 2006 auparavant, afin de mieux refléter le poids des secteurs florissants des hydrocarbures, des technologies de la communication et du BTP. La Mauritanie compte produire plus de 340 000 tonnes de riz en 2018 et 2019. Cette annonce a été faite par la ministre mauritanienne en charge de l'agriculture. Pour concrétiser cet objectif, le pays, dont plus de 2 tiers de l'étendue est désertique, va exploiter une superficie irriguée de 67 000 hectares pendant l'hivernage et la contre-saison chaude, avec un rendement moyen attendu à 2,5 tonnes à l'hectare. Selon les données du gouvernement, l'année dernière, le pays a produit 292 227 tonnes de riz sur 54 116 hectares. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous l'avoir présenté également, Amadine à Niambossou. On va se retrouver lundi, n'est-ce pas, sur Nature et Bien-être. Hein? C'est exact, à Siongaba. Allez, merci à vous et très bon week-end, Amadine à Niambossou. On revient en plateau avec Naïmat Dangou, programmateur, oui, je dis, au niveau de Africa Sound City. Alors, on parlait bien sûr de la communication d'avant-spectacle sur les réseaux sociaux en ligne, je dis. Mais pendant le spectacle, quel est l'intérêt du direct pendant que, bon, ces spectacles sont quand même payants, mais vous faites le direct, pourquoi?
Le direct, c'est toujours pour atteindre plus de personnes. Ceux qui n'ont pas pu assister au concert pour une raison ou pour une autre peuvent regarder le concert. Mais le plus souvent, ce n'est pas forcément le concert dans sa totalité qui est diffusé. Pour permettre à ce que quand même tous ceux qui ont payé le ticket aient un avantage sur ceux qui sont restés chez eux et qui suivent sur les réseaux sociaux. Donc c'est beaucoup plus pour atteindre un autre public, le public qui n'a pas pu se déplacer. Ceux qui sont à l'extérieur, par exemple, qui ont un intérêt en la chose, mais qui n'ont pas pu se déplacer pour venir. Ça permet aussi d'avoir de la visibilité par rapport au centre lui-même, parce que c'est sur la page de Africa Sound City que ces concerts-là sont diffusés. Ils sont diffusés, donc vous aurez également beaucoup d'abonnés. Beaucoup de suiveurs, voilà, au moment où la vidéo est en train d'être diffusée. Ok, alors, mais les posts d'après-spectacle, pourquoi vous les faites? La pause d'après-spectacle, c'est un peu pour faire un bilan de ce qui a été fait. Si avant le spectacle, il y a une communication, pendant le spectacle, il y a une communication, il va sans dire qu'après, nous devons faire une communication, tout au moins pour faire un point de tout ce qui a été accompli par Africa Sound City et le résultat que toute la machine qui a été mise en route au départ a donné. Donc la communication après spectacle, c'est plus pour faire un bilan de ce qui a été fait. J'ai appris que souvent, quand ce sont de grands spectacles aussi, vous allez même diffuser des séances de répétition. Ça s'appelle des jam sessions. Oui. En fait, quand les artistes se retrouvent, quand c'est des professionnels qui se retrouvent, surtout pour quand c'est souvent des gens de l'extérieur qui viennent au Bénin, qui rencontrent d'autres artistes entre eux, c'est comme une impulsion, l'envie de faire la fête ensemble. Donc, de manière spontanée, ils montent sur scène et ils font des séances musicales, soit avec un instrument, celui-là peut être à la voix, un autre à la percussion, et ça donne... Et puis ça joue l'inspiration du moment. Voilà, ça joue et ça donne quelque chose de vraiment intéressant pour ceux qui sont restés après le spectacle. Après le spectacle. C'est un genre de récompense, en fait, ou de convivialité entre les artistes pour savourer ce qu'ils partagent le mieux, la musique. Merci beaucoup à vous, Naïma Dongou, d'être venu sur ce plateau répondre à nos questions. Merci à vous. J'espère bien que les hommages pour l'illustre disparu, je voudrais parler de Oscar Kidjo, qui est d'un grand soutien également pour Africa Sound City. Les hommages se préparent pour lui et nous voulons présenter nos condoléances à la famille éplorée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Bien des choses à Djababa, voilà, certainement en train devant son poste télévision en train de nous suivre. Dia, allez, porte-toi bien. Et bon vent à Africa Sound City et les artistes également qui vont donc prester dans ce centre privé, en tout cas, qui fait la promotion de la musique béninoise. Merci beaucoup d'être venu. Le grand rendez-vous, la suite, c'est sur la toile qu'on va donc passer tout simplement. Oui, bien évidemment, voici pour vous l'ActuWeb. Bonjour amis téléspectateurs du Grand Rendez-vous et bienvenue à ce dernier numéro de l'actualité web pour le compte de cette semaine. C'est avec cette vidéo d'une cycliste qui a failli se faire broyer par un pont basculant que nous ouvrons cette balade sur la toile. L'actualité nous informe que la cycliste américaine a ignoré les signaux d'interdiction au moment de traverser le pont qui était en train de s'ouvrir. Cette imprudence a failli lui coûter la vie. La scène s'est produite dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis. Malgré les barrières fermées stipulant l'interdiction de passage, cette dame sur la vidéo a forcé le passage et s'est retrouvée coincée dans l'ouverture du pont. Par chance, les caméras de surveillance ont permis au personnel de sécurité de stopper le pont. La dame a été amenée au centre médical Teda Clark et soignée pour des blessures au visage. Selon la police de la ville de Ménicha, cette dernière pourrait être citée à comparaître devant la justice pour avoir désobéi et ignoré les signaux d'interdiction. Une fois encore, la conscience de chacun et de tous est interpellée sur les règles de la bonne citoyenneté.
Nous passons à présent à une autre actualité, chers amis téléspectateurs. La Juventus a déjà vendu 520 000 maillots de Cristiano Ronaldo. L'actualité nous informe que médiatiquement, l'arrivée du footballeur international à la Juventus a fait beaucoup de bruit. Si la Juventus a puisé dans ses économies pour débourser 100 millions d'euros afin de s'offrir les services du crack de Madère, elle a déjà en partie rentabiliser cet investissement. Le club titré d'Italie aurait déjà écoulé plus de 520 000 maillots floqués du numéro 7 du Portugais. Si l'on fait les comptes, on arrive à plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Restons toujours en sport pour revivre le remise de la Coupe du Monde France-Croatie, mais cette fois-ci avec des enfants vertus en maillot français et croate. Plus vrai que nature, quelques jours après le sac de l'équipe de France contre la Croatie en finale du Coupe du Monde, les enfants ont reconstitué la dite finale à leur manière. Autogol, célébration des buts, faute de main dans le rectangle, perte de ballon façon Hugo Louis, tout y est. Une manière de dire à ceux qui ont raté cette finale qu'ils peuvent se rattraper. Seulement que cette fois-ci, le gradin manquait de public et aussi l'absence des présidents des deux pays en compétition. Dans tous les cas, la relève est assurée. Quand les internautes français utilisent le drapeau belge à la place du thème SEUM qui signifie poisse. Cette dernière information de l'actualité web de ce vendredi parle des Français qui n'ont manifestement pas avalé les réflexions de nos Diables Rouges après leur victoire en demi-finale. Pour se venger des remarques de Thibaut Courtois et Eden Hazard, les tweetos bleu-blanc-rouge ont décidé de remplacer un thème par un drapeau tricolore. Et le mot qu'ils ont choisi est seum qui signifie être énervé ou dégoûté ou encore poisse. Les critiques formulées par les Belges ont donc inspiré les internautes à se moquer de la déception du pays après la défaite. Ainsi, on peut parler de la réponse du berger à la bergère. Et c'est sur cette dernière information que se referme l'actu web de ce vendredi 20 juillet 2018. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon week-end en compagnie des programmes de BB24. Bon week-end à vous, Marcel Betoro pour la présentation de l'actu web. Avant de partir, la météo. Ce sera tout pour ce soir, tout également pour cette semaine, parlant bien sûr du grand rendez-vous. Ça fait à lundi pour l'ouverture d'un nouveau package de 5 autres grands rendez-vous. Bon week-end et portez-vous bien. Ciao, ciao.